Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, merci d'être présent ce beau vendredi de septembre. Le vendredi après-midi, c'est pas toujours évident. Alors, cette conférence-là, le thème, comme l'a mentionné Véronique, c'est Agir pour l'emploi. Puis je me suis questionné, et c'est pour ça que j'ai inscrit le débat, pour ceux qui voient le PowerPoint, là. Pour ça, j'ai écrit sujet à débat, plusieurs sujets à débat à l'intérieur de cette thématique-là, d'Agir pour l'emploi. Parce qu'agir pour l'emploi, ça peut dire bien des choses, comme ça peut vouloir rien dire, dans le fond. Et moi, je suis impliqué dans le domaine de l'emploi pour les personnes qui ont un handicap visuel, que ce soit une personne avec résidu visuel ou cécité totale depuis déjà plus de 20 ans. Alors, ici, aujourd'hui, je vais surtout émettre des opinions. Alors, ma parole n'est pas une parole d'évangile, c'est une parole qui est fondée sur une expérience montréalaise, je tiens à le dire, donc pas nécessairement les mêmes réalités en région, mais je sais qu'en région, par exemple, il y a des gros enjeux de transport par rapport à la question de l'emploi, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, soyez indulgents. Mon expérience, l'opinion que je vais émettre, c'est sur une expérience dans la région du Grand Montréal. Donc, je dis par rapport à la thématique d'Agir pour l'emploi qu'il y a plusieurs sujets à débat, parce que fondamentalement, il n'y a rien de simple. Hein? Tout dans ce domaine-là dépend de quelle approche on a. Et bien franchement, aujourd'hui, vous allez trouver que je suis politique, je ne suis pas bureaucratique. Vous allez voir que mes opinions, des fois, sont assez tranchées, mais vous n'êtes pas obligé de les partager. Alors, si vous me permettez, je vais essayer de faire fonctionner ce visuel. Ah, je l'ai eu. Donc, je voulais commencer parce que peu d'entre vous, peut-être me connaissent, peut-être par dire que je suis une personne handicapée visuelle de naissance, anérésie congénitale, donc absence d'iris, complications de glaucome dès l'âge de 7 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que mon parcours à moi, c'est un parcours dont je suis responsable, parce que je suis responsable de mes décisions, de mes choix, et particulièrement de mes choix professionnels. Donc, lorsque c'était le temps de faire des choix professionnels, on me recommandait, on me suggérait beaucoup de faire un cours de droit. Par contre, ça n'allait pas dans le sens de mes intérêts personnels. Moi, j'ai voyagé, malgré ma déficience visuelle, en début vingtaine, j'ai voyagé avec mon sac à dos en Europe. Alors, ça a beaucoup ouvert mes horizons et je ne veux pas faire de jeu de mots avec le nom de notre organisme. Et je voulais travailler dans le service extérieur canadien, donc pour Affaires extérieures Canada. Donc, je me suis inscrit en Sciences Po, Relations internationales à l'Université d'Ottawa. Et ayant toujours eu un timing un peu déficient, et là je ne fais pas référence à ma déficience visuelle, ayant eu un timing un peu déficient, j'ai été diplômé en 1982. Alors pour ceux qui sont assez âgés pour s'en souvenir, c'était la récession mondiale. Les mises à pied, autant dans la fonction publique que dans le secteur privé. Donc, j'avais un choix à faire entre attendre, parce qu'on m'avait dit peut-être dans 5 ans. Alors, est-ce que je mets ma vie en attente pendant 5 ans ou est-ce que je poursuis des études sans savoir s'il y aura un jour des opportunités? Alors, j'ai fait le choix de me lancer en affaires. J'ai démarré mes propres entreprises, d'où l'idée, pour ceux qui voient l'écran, entrepreneur pour cause. C'était pas un choix. C'est un choix que j'ai fait de ne pas rester dépendant, rien faire. Donc, j'ai démarré mes propres entreprises. Et donc, j'ai cette expérience-là du milieu des affaires, de ce que c'est être un entrepreneur, ce que c'est être propriétaire d'une entreprise, ce que c'est embaucher des gens, ce que c'est recruter des gens, les maintenir en emploi, je sais ce que c'est. Donc, et j'aurai un commentaire à faire plus tard à ce sujet-là, mais je tenais à dire que j'ai cette expérience-là, donc, et je connais beaucoup de gens d'affaires. Mon père était aussi un homme d'affaires. Alors, donc, entrepreneur pour cause, et depuis 1998, je suis gestionnaire pour la cause. Hein?
donc gestionnaire pour la cause, c'est-à-dire que je suis impliqué dans le milieu de l'emploi depuis le mois d'octobre 1998 et il y a eu beaucoup de débats sur les programmes, l'offre de services publics pour l'emploi des personnes handicapées en général, des personnes handicapées visuelles en particulier. J'ai vu passer beaucoup de trains, très peu sont arrêtés à la gare. Ils nous ont passé au visage, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, juste pour vous dire à qui vous avez affaire, mes opinions sont teintées par ce que je viens de vous dire, par cette expérience-là. J'ai vécu le transfert des programmes de l'Office des personnes handicapées dans les différents ministères, particulièrement pour l'emploi au ministère de l'Emploi, Travail et Solidarité sociale. Donc, j'ai bâti une opinion sur l'ensemble de l'enjeu de l'emploi. Donc, je tenais juste à mettre ça en perspective. Donc, OK. Donc, le point suivant, c'est de dire que, dans le fond, ce qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un qui considère être responsable de ses décisions, de ses choix, je l'ai mentionné tantôt, mais aussi j'ai eu des parents, j'ai eu un bon support, un bon soutien parental et peu de contrôle parental. Mes parents m'ont laissé libre de mes choix, mais ils m'ont laissé libre de les assumer aussi. Donc ça, c'est important pour les plus jeunes. De comprendre que dans la vie, on doit exercer notre libre arbitre et aller chercher les informations aux endroits où on considère que c'est le meilleur endroit pour avoir la bonne information factuelle. Ça, c'est très important. Donc, responsable de mes choix avec un bon support parental, peu de contrôle parental. La preuve, c'est qu'on m'a laissé partir avec mon sac à dos pour l'Europe pendant 45 jours quand j'avais 19 ans. Alors, peut-être qu'on voulait se débarrasser de moi aussi. On ne sait pas à l'époque. Et le dernier élément qui me caractérise, et puis les gens qui travaillent avec moi pourraient vous dire, je n'ai pas le profil d'une victime. Je ne me considère pas une victime. Je me considère quelqu'un qui est un citoyen à part entière et qui exprime son opinion lorsque j'ai une opinion. Quand j'en ai pas, j'en exprime pas. Ça, c'est évident. Donc, ce que je voulais que vous reteniez par rapport à ça, c'est que au départ, agir pour l'emploi, c'est agir sur soi-même. C'est très important. Le premier niveau, c'est ce que nous sommes et ce que nous avons à offrir à un employeur éventuel, qu'il soit un employeur, une entreprise privée, que ce soit un service public, que ce soit un organisme communautaire, peu importe. On doit se définir nous-mêmes et on doit faire des choix nous-mêmes, prendre des décisions pour notre avenir et, dans un monde idéal, avoir un réseau immédiat qui nous supporte dans nos choix. Évidemment, il faut être capable de faire des bons choix aussi, mais dans la mesure où on va chercher les bonnes informations aux bons endroits, d'habitude, nos choix sont éclairés, mais comme je vous ai dit tantôt, ne prenez pas tous exemple sur moi, parce que, comme je vous dis, mais c'est pas moi que j'avais pas de contrôle là-dessus. La récession mondiale de 1982, j'ai été confronté à ça. Mon choix n'était pas mauvais, c'est que le contexte économique a fait en sorte que cette décision-là m'a placé dans un éventuel cul-de-sac. Donc, à ce moment-là, il faut apprendre à être capable de se réinventer aussi. Il y a cette réalité-là. Oui, on a des rêves, oui, on a des aspirations, mais il faut, pour la personne, puis là, je parle à la personne, il faut agir sur les choses sur lesquelles on considère qu'on a du contrôle. Le marché du travail, on n'a pas de contrôle là-dessus. Hein? On n'a pas de contrôle là-dessus. Même dans nos services d'emploi, on n'a pas de contrôle sur le marché du travail. Donc, l'individu, la personne qui a une déficience visuelle, peu importe la nature ou l'importance de cette déficience visuelle-là, doit comprendre que c'est à elle à se définir, puis c'est à elle à se donner un profil prêt à l'emploi. Ça, c'est très important à retenir. Je vais juste référer à mes notes 15 secondes, si vous permettez. Donc, pour moi, le maître mot
au regard de ce qui est des enjeux de l'emploi, le maître mot, c'est solution. Solution, c'est le maître mot. Pourquoi je dis solution et non pas revendication? C'est parce que solution, ce que j'ai constaté au fil des 20 dernières années, c'est que les employeurs dont j'ai été et dont je suis encore, parce que je suis à la direction d'un organisme, les employeurs, on va souvent les mettre en cause ou leur reprocher de ne pas embaucher ou de ne pas embaucher suffisamment de personnes handicapées, en général ou visuelles en particulier. Mais bien honnêtement, j'ai participé à un débat là-dessus à l'Université de Montréal il y a quelques années sur la responsabilité sociale des entreprises. Et à terme, il faut comprendre que la première responsabilité sociale des entreprises, c'est de créer de l'activité économique, créer de l'emploi. C'est leur première responsabilité. Une fois qu'on a dit ça, un employeur, quand on arrive avec une solution, une proposition de solution, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Et ceux qui ne le sont pas, ben, laissez-moi vous dire, n'allez pas travailler là. OK? Donc, il faut arriver avec une proposition de solution à l'employeur. Pas lui dire, bon, ben, tu es obligé de m'embaucher parce qu'il y a la politique de ci et la politique de ça. Il faut y amener des propositions de solution et les bons employeurs, les employeurs responsables, ben, ils sont à l'écoute. Les autres, ben, tant pis pour eux. Donc, dans la question de la solution, ben, la personne elle-même, elle détient une partie de la solution, la proposition de solution, c'est ce qu'elle a à offrir. Donc, j'encourage les plus jeunes à aller le plus loin possible dans leurs études, dans leur parcours d'études, parce que à terme, et ce n'est pas absolu ce que je veux dire là, mais à terme, la scolarité, ou ce qu'on a à offrir en termes de scolarité, ça vient un peu niveler et faire disparaître les problématiques de déficience ou d'incapacité. Et là, je ne vais pas entrer dans tout le débat de personnes handicapées versus situation de handicap, là, ça serait trop long, on n'a pas toute l'après-midi. Mais ceci étant dit, ce qui est important à tenir pour la personne à son niveau, ce n'est pas de dire « je veux travailler ». C'est bien de dire « je veux travailler », mais qu'est-ce qu'on a à offrir? Donc, il y a un travail à faire là-dessus, ses talents intrinsèques, sa scolarité, ses compétences, ses qualifications. Donc, la personne, au niveau de la solution, c'est sa responsabilité d'avoir une offre à faire. Au niveau des pouvoirs publics, ben, eux, c'est de mettre en place les programmes et le financement des programmes nécessaires à faire en sorte que la personne qui a une déficience visuelle ou tout autre handicap puisse intégrer un emploi et se maintenir dans cet emploi-là. Plus tard, je vais vous donner une opinion sur ce que les pouvoirs, sur l'offre de services publics. Bon, c'est une opinion qui est à la fois positive et négative. Il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup à revoir et à corriger. Donc, pour ce qui est des pouvoirs publics, ben, ils soutiennent une offre de services, de programmes, et ils financent ces programmes-là à la mesure de leurs connaissances et de leurs compétences, disons ça comme ça. Puis la plupart de ceux qui travaillent là-dessus ils ne connaissent pas toujours les réalités de ce que vivent les personnes handicapées. Donc ça m'amène à, dans la proposition de solution, ça m'amène aux communautaires, particulièrement nos amis ici, il y en a quelques-uns dans la salle, qui travaillent en promotion de défense des droits. Ben, dans la proposition de solution, ces représentants-là ont la responsabilité de s'assurer que les pouvoirs publics offrent l'offre publique là, qui est financée par les pouvoirs publics, que cette offre-là soit conséquente avec l'époque à laquelle on vit. Okay? Parce que là, les programmes actuels ont été créés à la fin des années 80, sinon au milieu des années 80. Et il y a une révision à faire là. Mais ce n'est pas nécessairement facile parce qu'il y a des intérêts concurrents
autant dans le domaine communautaire que dans les pouvoirs publics là-dedans. Donc, moi, ce que je souligne, c'est qu'au niveau de la proposition de solution, les représentants des personnes dans le domaine de la promotion des forces des droits ont une responsabilité de faire une veille et de s'assurer que les programmes et le financement de ces programmes-là sont au goût du jour. Et là, c'est très poussiéreux. C'est ce que je pourrais vous dire. Ça prendrait quasiment cabinet. D'accord? Alors. Ah, je suis allé trop loin. Il faut que je revienne là. OK. Excusez-moi. Donc, au niveau de la perspective que je vous propose, c'est de se placer toujours en mode, si possible, en mode solution. Mais ce mode solution-là, éventuellement, va être rendu possible uniquement et seulement et uniquement dans un contexte où, comme disait Yvon Deschamps, il disait que les unions, que ça donne, mais l'union fait la force. Hein? Et c'est la force des personnes, de leurs représentants, en collaboration avec les prestataires de services qui sont financés par les pouvoirs publics et les pouvoirs publics. C'est cette concertation-là qui peut faire en sorte qu'on va agir et mieux agir par rapport aux enjeux de l'emploi. Une fois qu'on a dit ça, c'est de le matérialiser. Hein? C'est ça qui n'est pas simple. Et nous, dans nos services d'emploi, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on a du contrôle, on observe, on est en mesure d'identifier ce que moi j'appelle des obstacles systémiques qui sont en train de se fossiliser. Okay? Donc des obstacles systémiques auxquels on ne s'est jamais ou si peu adressé jusqu'à maintenant. Ça revient à ce que je vous disais tantôt. Les employeurs, c'est pas, s'en prendre à eux, c'est pas utile. C'est pas la solution, selon moi. Par contre, de revoir, de s'assurer que l'offre de services publics, pour favoriser l'agir sur la question de l'emploi, ça nécessite de la concertation et aussi et surtout une très grande complémentarité des services offerts. Ce qui n'est pas évident dans l'offre de services actuelle. Il y a beaucoup de zones grises, il y a peu de concertation. J'ai un exemple. En déficience visuelle, je ne sais pas s'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont entendu parler du modèle TEVA, Transition École Vie Active, pour les plus jeunes. Alors, c'est un modèle qui est appliqué pour d'autres clientèles, mais à Montréal, en tout cas, je ne sais pas si en région ça fonctionne, mais à Montréal, ça a été impossible de mettre en place un comité TEVA. Impossible. Parce que les acteurs concernés ne se sentent pas concernés. Donc, quand je parle à ce moment-là que la solution, ça passe par la concertation et la complémentarité des services, il ne faut pas se plaindre après si le taux d'emploi n'augmente pas. C'est à nous de nous concerter pour, après ça, attaquer le marché du travail avec des solutions. Mais là, actuellement, c'est un peu un labyrinthe ou une tour de Babel. Ça, c'est mon opinion. Je vous l'ai dit que je serais très politique et qu'il y en a sûrement parmi vous qui sont en désaccord avec moi, mais vous avez le droit. Donc, au niveau de l'union fait la force, c'est pour moi la seule façon qui, je crois, on peut aider à faire en sorte que ce soit le plein emploi pour les personnes qui ont un handicap visuel, et j'inclus là-dedans même les personnes qui sont atteintes d'une cécité totale. Là, j'ai un projet sur lequel on travaille pour un groupe atteint de cécité totale, de jeunes qui ont une cécité totale. Le problème que j'ai, c'est de concerter les acteurs à Montréal pour le réaliser, ce projet-là. Je rame dans la granite. Oh. Il n'y a même plus d'eau, là. Il n'y a même pas un pouce d'eau. Okay? Il aurait fallu que Dorian passe par ici. Non, mais
ça c'est une autre histoire, mais dans le fond, on m'a demandé de faire cette conférence-là sur l'enjeu de l'emploi. Les choses que moi, je plaide au quotidien, même au travail, c'est est-ce qu'on peut travailler à abolir, à faire tomber les obstacles systémiques. Et les obstacles systémiques sont nombreux, il y en a qui sont là, qui se sont permanentés, mais il y en a des nouveaux. Exemple, très récemment, on nous envoie une note en disant que dorénavant, pour déposer une demande de contrat d'intégration au travail, qu'elle soit initiale ou renouvellement, si la personne travaille ou est réputée travailler pour un employeur de 50 employés et plus, il faut demander à l'employeur de fournir le certificat de francisation. Oui, c'est la loi au Québec, c'est une disposition de l'Office de la langue française, les entreprises 50 employés et plus doivent obtenir un certificat de francisation. Mais en quoi ça doit être exigé pour avoir droit à un contrat d'intégration au travail? C'est un obstacle systémique qu'on a dressé. OK? J'ai plaidé cette cause-là. On m'a entendu, mais c'est pas mon travail. C'est pas mon travail, c'est le travail de la promotion et défense des droits. Et ce que je vous dis là, ça ne s'appliquera pas seulement à Montréal. C'est une directive du ministère national. Alors, il y en a peut-être dans des régions là, qui ne savent pas, là, mais vous allez avoir des appels peut-être de gens qui disent « mais là, je ne peux pas avoir l'emploi dans telle entreprise parce qu'ils n'ont pas encore ou ils n'ont pas renouvelé leur certificat de francisation. » C'est le ridicule consommé parce que c'est la personne qui est pénalisée. L'employeur, il n'en a rien à cirer, il va prendre quelque chose. C'est ça, ça devient un obstacle systémique récent. Il y en a plein d'autres, là. Si je prenais le temps de tous les énumérer, on serait encore ici demain matin. Alors, c'est là-dessus qu'il faut travailler ensemble. L'union fait la force. Si on ne travaille pas là-dessus, on n'a aucune raison de se plaindre des employeurs. Les employeurs, ils vont organisez-vous pour que vous viendrez me voir après. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, c'est ça. Et ce qui fait entrave le plus, c'est pas la volonté des personnes, ce sont ces fameux obstacles systémiques-là. Exemple, on a des programmes au Québec, dans l'offre de services publics du ministère, on a des programmes dédiés aux personnes handicapées, CIT, entreprises adaptées, Pass Action, mais tous les autres programmes, les mesures de formation, la subvention salariale, bien, surtout les mesures de formation, je dirais, ne sont pas accessibles à la déficience visuelle. Essayez d'aller vous inscrire dans une formation Emploi Québec, maintenant Service Québec, ils vont vous dire, bien, le nombre ne justifie pas, on n'adapte pas, on n'accommode pas. C'est comme ça, c'est des obstacles systémiques. Et l'emploi pour les personnes handicapées visuelles, permettez-moi d'utiliser ce terme, elle ne se limite plus de nos jours à l'accordeur de piano. Absolument pas. Hein? Alors, s'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de force. S'il n'y a pas de force, on ne pourra pas faire changer les choses. Moi, ça fait 20 ans là, que je me bats au point que je suis devenu cynique. Maintenant, ça va être aux jeunes de prendre la relève. Et je pense qu'il faut les outiller pour ça. Moi, je ne demande rien de plus à la direction d'un service emploi de travailler de concertation étroite avec santé, services sociaux, avec éducation, avec promotion défense des lois pour se donner un plan de match. Parce que là, il faut que je passe à ma prochaine image. Là, a finalement décidé de tout transférer les fonds de la main-d'œuvre au gouvernement du Québec. Donc, tous les fonds pour l'emploi personnes handicapées, Sphère par exemple, tous ces fonds-là vont être réputés transférés au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Ils vont faire quoi avec cet argent-là? Ils vont faire quoi avec ça? Si on n'est pas là pour les orienter, ben c'est eux qui vont nous orienter. OK? Et ça prend de la concertation. Il faut s'organiser avant de se faire organiser. Oui, c'est ça. En fait, moi, il y a une chose qu'on a souvent répétée et qui me faisait toujours avoir de l'urticaire. Il disait pas on va vous consulter,
Mais on nous consulte, mais dans le fond, ils n'en tiennent pas compte. Mais c'est ça, c'est que si les personnes concernées ne se concertent pas, c'est emploi, santé, réadaptation, déficience visuelle, éducation et promotion de défense des droits, ben écoutez, ça va continuer, ça va quand même bien. Là. Nous, on a un taux de placement de au-dessus de 85% chaque année. Okay. Par contre, on est obligé d'intégrer la clientèle troubles de santé mentale parce qu'on n'avait pas suffisamment de personnes qui venaient chez nous pour des services en déficience visuelle. Mais ça demeure notre majeur, la déficience visuelle. Ça demeure notre majeur. Donc, plan de match. Maintenant, à cause du transfert de millions, pas des 10 000, là, des millions, des dizaines de millions de dollars du gouvernement du Canada au gouvernement du Québec, il faut être sur la patinoire pour ne pas se faire correr dans le but. Parce qu'ils vont la mettre à quelque part, cet argent-là. Et puis, ça ne sera pas de l'argent tagué, comme on dit. Okay? Donc, il faut être éveillé, attentif, surtout que, de façon récurrente, les programmes CIT et entreprises adaptées sont victimes d'un sous-financement chronique. Chronique. Là, on n'ira pas sur le dossier de la fameuse stratégie nationale de 2008-2018 qui a duré 1 an, puis qui, au terme de la stratégie, après le premier quinquennat, ils ont dit « Ah, on ne connaît pas les résultats parce qu'on n'avait pas prévu la mesure des résultats. » Et franchement, là, c'est pas fort. Mais ça, c'est les pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics. Mais si on n'est pas là pour les pouvoirs publics, on a le droit de les influencer, de les pressurer parce qu'ils nous représentent les citoyens. Les pouvoirs publics, là, ils ne sont pas là pour un profit, ils sont là pour les citoyens. Donc, on a le droit et la responsabilité de leur proposer des solutions. Donc, plan d'action aussi, pourquoi je dis quand? Bien, oui, il y a la question du financement, mais au niveau de l'emploi, saviez-vous que le ministère est à l'aube de revoir l'ensemble des programmes, l'ensemble des mesures d'emploi? Tout le cadre d'application va être revu dans les prochains mois, les prochaines années. Moi, je suis un prestataire de service. Je peux essayer d'influencer. Par contre, malheureusement, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle, c'est le rôle des personnes de s'impliquer dans leurs organismes de promotion et défense des droits, de mettre en place des tables de concertation ou des comités spéciaux. Je serai disponible, si on veut bien de moi, pour y apporter mon opinion. Mais je vous le dis, là, 2020 et plus, là, ça va être costaud. Ça va être costaud, puis l'emploi pour les personnes handicapées ou les programmes ou l'offre de services publics va dépendre de comment on va s'être unis, puis quelle force on va se donner pour s'assurer de ne pas être laissé pour compte. C'était le message que je voulais passer. Maintenant, c'est à votre tour. Période des questions. Ceux qui voient à l'écran, je mentionne que je ne veux pas de ballon plage. Alors, allez-y. Allez-y. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Merci. J'ai un micro aussi. Bonjour Luc, Marie-Douce Fougère. Oui, bonjour Marie-Douce. Question, je pense que tu es un acteur privilégié, on peut dire ça. Tu l'as dit, ça fait 20 ans que tu es chez Horizon Travail. Peux-tu nous faire un petit, peut-être, portrait de l'évolution du marché du travail pour précisément la déficience visuelle? Est-ce qu'on a eu l'évolution? Est-ce qu'on tend quand même vers quelque chose de mieux? Je comprends que ton organisme s'occupe principalement peut-être santé mentale. Aussi santé mentale, mais est-ce qu'au niveau de la scolarisation, on voit une différence? Oui, bien ça, c'est un enjeu que j'ai participé à une table de concertation avec l'Association québécoise des étudiants du postsecondaire. Ce qu'on constate, en fait, ce qui était constaté, parce que ça fait déjà 2-3 ans de ça, c'est que la courbe de scolarité ou de diplomation postsecondaire augmente sans cesse. Et c'est très bien, c'est magnifique. Par contre,
les programmes, c'est ce que à quoi je faisais référence tantôt, les programmes ne suivent pas la parole. Le cadre des programmes est mal défini ou ne permet pas d'agir de façon, je dirais, systémique pour s'assurer que ces jeunes-là, ou les moins jeunes, parce qu'on n'a pas tous les jeunes qui ont tous, mais que les étudiants diplômés du postsecondaire puissent avoir un parcours, pas le parcours du combattant, mais un parcours qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs professionnels de façon plus ou moins rapide. Alors, la réponse n'est pas simple. Encore là, je reviens, l'AQEPS, l'Association québécoise des étudiants du postsecondaire, bien, cette table-là est tombée à l'eau parce qu'il y a un certain nombre de partenaires qui se sont désengagés à un moment donné. On s'était donné une stratégie, un plan de match, mais il a fallu laisser tomber parce qu'il n'y avait plus de joueurs autour de la table. Puis au niveau de l'évolution du marché du travail? Le marché du travail, actuellement, ben oui, c'est bon ça, parce que dans ma dernière diapo, avant celle-là, où je disais quand, comment et pourquoi, ben, c'est parce qu'on est en marché de rareté de main-d'œuvre. Tout le monde le dit, là. Est-ce que vous entendez, vous, dans les médias, « Oh, on va faire appel aux personnes handicapées. » Non, les immigrants. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas sur la patinoire. On n'est même pas sorti du vestiaire encore. On n'est même pas au banc des joueurs. Et c'est parce qu'on est dispersé. Et là, c'est le colloque du RAC. Le RAC doit rassembler. J'en ai parlé à mon ami Antoine de tout ça. Mais c'est la balle est dans son cœur. La question là, que je vous soumettais un peu plus tôt là, sur ce qu'ils ont ajouté comme exigence pour la soumission ou l'admissibilité d'un contrat d'intégration au travail, le fameux certificat de francisation, ce que ça vient dresser comme obstacle systémique. On va tout placer tout le monde dans des entreprises de 50 employés ou moins. C'est pas là qu'il y a les meilleures conditions de travail. C'est pas là qu'il y a des potentiels d'avancement. OK? Ben, c'est au RAC, c'est aux organismes membres du RAC d'aller porter le message que ça n'a pas de sens. Moi, j'ai fait le bout que je pouvais faire, mais on me dit tu dois l'appliquer. Bon. Luc, je suis désolée. Je suis avocate, je vais te recadrer. Ma question, oh là là! La question, c'était pas ça. Ma question, c'était... Pas de ballon plage, hein, c'est ça? La question, c'était l'évolution du marché du travail. Ah, bien, le marché du travail est inclusif. Honnêtement, là, il est inclusif dans la mesure où on arrive avec une solution. Le marché du travail est inclusif. C'est ça, là... Est-ce qu'il y a une différence entre 98 et maintenant? Il y a une différence parce qu'il y a nos organismes, et c'est pas moi qui le dis, là. Il y a une étude de l'Institut national canadien des aveugles qui date de peut-être 10 ans maintenant, dans laquelle il est écrit mot pour mot que la situation de l'emploi au Québec est légèrement ou plus favorable qu'ailleurs au Canada parce qu'il y a des services spécialisés là. C'est clairement mentionné, c'est souligné. Bon, écoutez, une fois qu'on a dit ça, on pourrait faire encore mieux. D'ailleurs, moi j'ai parlé d'un mot-clé tantôt, solution, là, mais chez nous, le mot-clé, c'est évolution. Il faut évoluer. On ne veut pas avoir un service qui est statique. On veut s'adapter tout le temps aux nouvelles réalités. Une nouvelle réalité, j'ai embauché il y a déjà presque 2 ans Daphné Savard qui fait les communications chez nous, médias sociaux, parce qu'il fallait se mettre à ça. Là. On n'avait pas ça. Là. Il fallait sortir du garde-robe. Mais la réponse, il n'y a pas de réponse simple à ta question, autre que de dire les employeurs sont inclusifs, sont réceptifs dans la mesure où on arrive avec une proposition de solution intéressante. Puis ceux qui ne le sont pas, ben, c'est mieux de ne pas aller là. Plus simple que ça. Bonjour, Jean-François Filiatro. Oui, bonjour. J'aurais fait une question ensuite à celle à Marie-Douce. La stratégie de 2008, bon, je suis le premier à la critiquer. Je me demandais ton opinion sur la stratégie de 2019 qui vient d'être publiée au printemps, qui prévoit par exemple quand même une bonification des différents programmes de travail du gouvernement, qui a été faite théoriquement en concertation à travers le comité, la commission des partenaires du marché du travail. Fait que ça, en fait, vu que théoriquement, dans sa formulation, elle répond un peu aux critiques que tu fais des différents programmes, c'était quoi ta vision? Puis aussi, ben, peut-être de l'intérieur, comment est-ce que ça se concrétise en dehors de belles paroles? Ou, l'expérience démontre qu'il y a une bonne volonté. On met en place des stratégies, mais c'est comme une belle bouche pas dedans, là.
Il n'y a pas de mordant, là. Il n'y a pas de traction, là. Il n'y en a pas. Donc, moi, je veux bien les stratégies, mais est-ce qu'on a déjà eu l'équivalent de la stratégie jeunesse? Regardez les moyens qu'on donne au Carrefour Jeunesse Emploi. Regardez les moyens qu'on met pour les immigrants. Bon, attends. Puis ça avait été quoi, traction ou mordant que tu aurais pu? Bon, moi je suis trop vieux, là, mais je vous invite à déterrer les propositions du Dr Lazure alors qu'il était président directeur général de l'Office. Oh là là, ouais, on a manqué à ce moment-là un train historique. Moi, j'en suis là. Et bon, c'est pour ça que je parlais sujet à débat, là. Ça ne fait pas l'unanimité dans la grande communauté des personnes handicapées, là. Mais moi, j'invite au moins que ça soit mis sur la table. Ça soit mis sur la table. Par exemple, le CIT, c'est un programme qui est financé à 100% par le gouvernement du Québec avec des fonds fédéraux. OK? Il s'était engagé dans la stratégie de 2008-2018 à augmenter le volume par année jusqu'à 40 millions par année, jusqu'à concurrence de 40 millions par année. Sauf que le génie qui a fait ça, il n'a pas pensé qu'il y avait des renouvellements à faire. Il n'a pas pensé à ça, lui, là, que c'était exponentiel, ce programme-là. Alors moi, ce que je dis, mais ça, c'est mon opinion politique, c'est que ça, c'est un programme qui devrait être financé conjointement 50-50 grandes entreprises gouvernementales. Oui. Justement pour les responsabiliser. Les grandes entreprises, parce qu'on place peu en grandes entreprises. C'est surtout PME, communautaire. Mais si n'embauchent pas, ben, qu'ils mettent de l'argent dans le programme. Puis on va les faire travailler chez leurs compétiteurs. C'est tout. Mais quand on dit ça, on ne veut pas trop les déranger. Mais c'est un programme qui coûte cher, c'est exponentiel. Puis si on veut arrêter de se faire appeler, nous autres, et dire au mois de juillet, bien là, vous ne pouvez plus soumettre de demande, il n'y a plus d'argent jusqu'à la fin mars l'année prochaine. Là, les gens viennent chez nous, on lui dit, regarde, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas de notre faute à nous. Moi, je les présente pareil, les demandes. Chez nous, la directive, c'est vous faites les demandes pareil, vous les déposez. Puis moi, je vais essayer de les faire passer. Mais pendant qu'on fait ça, on ne fait pas d'autre chose. Pendant qu'on se bat pour faire passer un dossier, mais on ne fait pas d'autre chose de constructif. Fait que la stratégie, je veux bien, mais honnêtement, je ne l'ai pas en mémoire et en détail, mais je suis naturellement sceptique de par l'expérience des 20 dernières années. D'autres questions faciles comme celle-là? Moi, une question. Oui? Ben, moi, j'aurais... Donc, de longue date aussi, alors, comme toi, peut-être plus longtemps. Donc, plusieurs questions qui se posent au niveau de l'emploi aujourd'hui. Vous pouvez approcher, s'il vous plaît, parce que je vous entends mal. S'il vous plaît. Oui, micro, s'il vous plaît. Oui, bon, ça va bien. Ah, attends, mais là. T'as l'habitude, je ne sais pas de moi, là, mais. Bon, m'entends-tu mieux, là? Ah, là, oui. Je vais baisser mes appareils. Alors, au niveau du marché de l'emploi, comme je disais tout à l'heure, manque de longue date, je pense que moi aussi, je pourrais écrire un livre assez volumineux de mes expériences et de tout ce que je vois sur le marché du travail. Puis, la première question que je vais poser, je travaille maintenant au recrutement régional d'Outaouais, je vois que nos sites web prennent un recul. Je me demande tout à l'heure, est-ce que je vais être obligé de prendre ma retraite? Parce que les sites web sont de moins en moins accessibles. De plus en plus d'organismes, d'employeurs, peu importe, tu peux l'envoyer, ils demandent des formulaires qui ne sont pas encore accessibles. Et même pour vous aller l'année passée, il y avait un cours sur le handicap organisé par le ROSEP et le CPQ. Alors, j'imagine que vous avez eu ça aussi à Montréal parce qu'ils faisaient une tournée provinciale. Moi, je me suis inscrite. Mais je ne suis pas même pas inscrit parce que c'était écrit par Yvonne Pouet qui appelle que c'est un site qui n'est pas accessible. Heureusement, je connaissais le ROSEP des réseaux. Alors, finalement, ils me l'ont fait, mais j'ai dit, déjà là, quand tu ne peux même pas avoir l'information de ton inscription, déjà là, il y a un problème en partant. Alors ça, c'est la vraie question que je vais poser. Comment viendrons-nous à vous, même si moi j'en paye du événement,
que nos tables de travail, comme on dit, ne veulent même plus siéger. Moi, j'ai fait des demandes dans le Bois-Québec, dans la région, puis elle me dit, ben, c'est pas une priorité. Puis nos organismes, les centres d'emploi pour personnes handicapées, je veux dire, il y en a qui fonctionnent bien, d'autres, je me demande ce qu'ils font. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ne font pas de travail, mais d'après moi, il n'y a pas beaucoup de succès de rendement là. Donc, les BSP ont d'autres volets, puis personnes handicapées, c'est le dernier. Alors, donc, c'est même pas vraiment priorisé. Et dernièrement, ce que j'ai vu dans les entreprises adaptées, il y a une personne qui me dit, tu peux-tu me mettre un message dans le réseau, je cherche des gens. J'ai été obligé d'embaucher des travailleurs réguliers pour combler des postes de personnes handicapées. Donc, ça me fait poser des questions. Et quand tu parlais de stratégie, j'arrive là après, j'ai vu un peu la provinciale, il y en a une au Canada à laquelle j'ai participé aussi une rencontre. Il y avait à peu près 2 personnes handicapées sur 50 personnes qui étaient là, moi et une autre personne. Donc, c'est pas vraiment représentatif. Est-ce que la nouvelle stratégie dont tu parles, de transférer l'argent du fédéral vers les provinces, on va faire comme on voit actuellement dans les logements, où entre autres l'argent est à la SHQ, mais on ne sait pas ce qu'ils font avec, on ne sait pas ce que le fédéral, il y a une crise de logement à peu près partout, du moins dans les grandes villes, partout au pays. Je vais arrêter là, je pense que c'est plusieurs questions. Ouais, ouf! C'est pour ça que ça prend la concertation, c'est pour ça que ça prend un plan de match, parce qu'il y a des enjeux sur lesquels on doit s'adresser immédiatement, puis il y a des enjeux sur lesquels on peut se donner un plan de match, mais à plus moyen et long terme. Mais sur la question spécifiquement de l'accès au web, c'est vrai, mais je parlais en début de rencontre de travailler sur les choses sur lesquelles on a du contrôle. Honnêtement, on n'a pas un gros contrôle là-dessus. On peut faire des représentations, des revendications, mais moi, je ne serai pas là pour voir les résultats, c'est sûr. Mais chez nous, dans notre service, on a mis en place des postes adaptés. Okay? Et il y a possibilité d'accompagnement, d'aide justement à la recherche d'emploi sur ces postes-là, puis ils ne sont pas utilisés. Alors, j'en reviens à ce que je disais tantôt, la personne d'abord, se responsabiliser, se donner un profil prêt à l'emploi et utiliser les ressources disponibles pour elle dans l'offre de services publics, les ressources qui sont les plus à proximité de où elle habite. Mais sur le grand enjeu globalement là, du financement, l'éventuel budget qui va être transféré du fédéral au Québec, je préférerais que ça soit transféré dans mon organisme, ça sera moins de 3. Ça serait beaucoup moins de trouble parce qu'eux vont gérer l'argent et ils vont me dire comment donner le service alors qu'ils ne connaissent rien là-dedans. Alors c'est pour ça que je dis qu'un plan de match pour aider les pouvoirs publics à orienter correctement les programmes, avoir des cadres d'application de programmes qui sont, je dirais, en lien avec les besoins de la personne, mais aussi les réalités d'aujourd'hui. C'est fondamental. Si vous prenez le temps de lire le cadre d'application de la mesure contrat d'intégration au travail, il y a un passage qui dit que toute personne qui a ou a eu droit à une subvention salariale, la subvention universelle qu'il y a dans les centres locaux d'emploi, personne handicapée qui a eu une subvention salariale n'a plus droit au CIT. C'est écrit là. C'est écrit noir sur blanc. Après ça, quand on a des problèmes budgétaires, ils nous disent bien, pouvez-vous utiliser la subvention salariale? Ben oui, mais c'est parce qu'on utilise ça. Après ça, ils n'auront plus droit au CIT. Ah, ben c'est le but, on va en avoir moins dans le communautaire. Tu sais, c'est insidieux ces choses-là. Alors, il y a des enjeux et les pouvoirs publics, je suis assez convaincu que les décideurs ne demandent pas mieux que des personnes qui connaissent les enjeux arrivent avec des propositions concrètes, des propositions de solutions. Eux, c'est ce qu'ils veulent aussi, là, des solutions pour les citoyens. Bon, il y a toujours des enjeux d'intérêt, là, partisans et autres, mais je pense que c'est possible de manœuvrer là-dedans. Monsieur a quand même brossé un tableau de certaines problématiques que moi j'ai inclus dans le grand filet des obstacles systémiques. D'autres questions? Oui.
Ma première question, c'est, je voulais m'assurer d'avoir bien compris là, pour l'histoire du certificat de francisation. Est-ce que c'est pour le nombre de personnes qui parlent français ou que, ben genre, je sais pas moi, que au lieu qu'on travaille, je sais pas moi, que le nom de l'appareil utilisé, qu'au lieu qu'on donne le nom en anglais, on donne le nom en français? Je suis pas sûre d'avoir bien compris. En fait, sur cette question-là, sur ce volet-là, ça, c'est une disposition de la loi de l'Office de la langue française qui impose à toutes les entreprises de 50 employés et plus d'obtenir son certificat de francisation. Ça n'a rien à voir avec la personne. Ben, je sais. C'est absolument pour rien. ça que je posais la question, parce que je n'étais pas sûre d'avoir bien compris. Malheureusement, apparemment, j'ai bien compris. Puis je voulais savoir aussi, dans un autre ordre d'idée, est-ce que les démarches qui sont entreprises de votre part ou de la part de d'autres services externes de main-d'œuvre pour arrimer la formation académique aux besoins réels du marché du travail, mais en tenant compte aussi des attitudes, des intérêts des personnes, des jeunes qui ont une déficience visuelle, parce que des fois, on s'enligne dans quelque chose, mais on ne sait pas nécessairement si ça va nous mener au bon endroit ou si on va se ramasser dans un mur, puis s'il y a vraiment des tentatives d'arrimer la formation académique avec les besoins réels du marché du travail. Très bon point. Je l'ai mentionné plus tôt dans mes exemples là, de problèmes de manque de concertation. Ça s'appelle la TEPA. Ça s'appelle la transition école vie active dès le secondaire. Les intervenants de la réadaptation, de l'éducation et de l'emploi qui travaillent ensemble de concert avec chaque étudiant. À sa demande, bien sûr, on n'épouse rien aux étudiants, c'est toujours volontaire, mais je sais que pour d'autres clientèles, ça fonctionne très bien, mais pour avoir essayé de le mettre en place à Montréal, c'était impossible. Autant services sociaux qu'éducation à Montréal se sont refusés de participer à ça. En déficience visuelle, je parle. Il y a toujours une table TEVA à Montréal, mais d'autres clientèles ont des résultats, mais déficience visuelle n'en a pas. Et ça fait directement référence à ce que vous dites. C'est pas d'orienter le jeune vers une profession ou un métier qui ne l'intéresse pas, c'est de, comme vous dites, c'est de travailler de concert les professionnels dans les différents domaines et avec un plan d'intervention, un plan d'action qui fait en sorte qu'il ne va pas s'orienter dans une formation qui va l'amener dans un cul-de-sac. Mais ça s'appelle la théorie. Ça existe, là. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, il s'agit juste de la mettre après le char. Oui, c'est bien, c'est concret. C'est ça. Autre question? Bien, merci beaucoup. Oui, il y en a d'autres? OK. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Nicole Gallo, je suis du regroupement des handicapés visuels des Laurentides. Je trouve ça, j'aimais ça, si les gens identifiaient d'où ils viennent, parce que nous, ça nous dirait qui vous êtes, puis d'où vous êtes, et puis on peut vous situer. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier parce que je trouve que votre parcours nous inspire à... C'est un exemple parce qu'on passe notre temps à répéter que les gens ont le droit d'avoir une vie. Vous perdez, vous n'avez pas, ou vous allez perdre votre vue, mais vous n'avez pas perdu ni vos acquis, ni votre intelligence, ni vos connaissances, et vous pouvez encore en apprendre. C'est dans un premier temps. Alors ça, à ce sens-là, je trouve que votre maman a dû avoir la mâchoire très serrée, parce que voir son fils partir avec un handicap visuel pendant 45 jours, moi, j'en ai un qui est parti pendant à peu près ce temps-là, puis il avait ses 2 yeux, et moi, je sais que j'ai scrapé des plombages. Alors, je peux imaginer votre maman. J'entends ce que vous me dites. Je suis entièrement d'accord que les personnes qui ont un handicap visuel ont le droit à leur place au soleil au même titre que n'importe qui. Moi, j'aimerais savoir
je ne sais pas si vous êtes en mesure de me répondre à ça. Dans les Laurentides, on a des besoins criants en matière d'emploi. On a aussi un solide décrochage scolaire. Oui, effectivement, Montréal, c'est autre chose. Vous avez une réalité qui facilite, excusez-moi, beaucoup le transport en commun. Ici, ça marche. Moi, chez nous, j'ai une nouvelle personne qui est handicapée mobile, est en fauteuil roulant. Et le problème, c'est le transport en commun. C'est le transport, c'est toujours la gale. Ils l'ont oublié, ça ne lui tente pas, ils n'ont pas pensé de la rentrée, ils ne pensaient pas que c'était sérieux. Ah, il n'y a pas eu le temps. Tu sais, ça, c'est des choses avec lesquelles je dois composer régulièrement. C'est embêtant, je ne vous le cache pas. C'est un enjeu, c'est une heure de la guerre chez nous, le transport. C'est ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup d'isolement et un très haut taux de suicide chez les personnes handicapées visuelles. Je sais aussi qu'il y a des volontés. Je trouve qu'au niveau de l'éducation, il manque beaucoup de connaissances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prenne le temps d'aller parler aux nouveaux profs, aux futurs profs, dans les universités, dans les écoles, pour les informer que c'est pas parce que tu as un handicap visuel que tu as perdu ton cerveau. Il est toujours là. C'est juste la connexion avec les yeux que moi, je trouve. Je trouve que ça pourrait être pertinent. Moi, de mon côté, je peux le faire. Je pense que vous avez raison. Je viens aussi du milieu des affaires. Les gens veulent, mais il faut leur expliquer comment. Il faut leur expliquer pourquoi. Il faut être précis. OK, t'as une personne handicapée visuelle, elle me fait là. Moi, j'ai besoin de faire du classement. Comment est-ce qu'elle va faire pour faire ça? Oui. C'est clair. Alors, qu'est-ce que je leur apporte? Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a de la documentation de fait à cet effet-là? Tu sais, je ne suis pas... je ne veux pas avoir l'air d'une tarte qui cherche des réponses toutes faites, là, mais moi, je suis beaucoup à la recherche de l'expérience et l'expertise que vous avez développée, et je l'entends dans votre discours, dans votre façon d'être, je l'entends. Mais comment est-ce que je peux bénéficier de votre connaissance et de votre compétence? Qu'est-ce que moi, je peux aller chercher à rapporter à mes usagers, à mes membres, pour leur dire, moi, j'ai pas de problème à vendre la formation, j'ai été prof. Moi, j'ai fait mon bac en éducation en ONCAM. Alors, vendre la formation, là, j'ai vraiment pas de misère. Je vous jure, je peux les faire vendre. Je peux les convaincre de vendre des bulles de savon à 500 chaque, puis qu'ils vont réussir. J'ai pas de problème avec ça. Mais comment est-ce que je peux réussir à aller chercher votre connaissance, votre expertise? Elle est riche, votre expertise. Comment est-ce que je peux importer ça dans mon milieu pour pouvoir en faire bénéficier les autres? Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, je vais vous donner une courte réponse, puis une plus longue après. La courte réponse, c'est que je suis tout à fait disponible. Là. Dans les médias, on peut m'appeler, ça va me faire plaisir. On peut s'échanger des courriels, toutes sortes de façons là, où on peut interagir. Là. Ça, c'est dans les médias, dans le court terme. Dans le moyen et long terme, j'insiste, ça prend un plan de match là, national. Et là, vous m'avez tendu deux perches que je vais utiliser. Là. Pas pour vous frapper, mais pour grimper. Donc, la première perche, vous avez tout à fait raison, c'est pas parce qu'on a une déficience visuelle, une maladie de l'œil, comme moi l'anéridie avec complications de glaucome, puis dernièrement, épaississement de la cornée, j'ai eu une greffe de cornée l'an passé, mais là, on va lâcher mon cas, mais déficience visuelle, là, à moins qu'il y ait une comorbidité, déficience visuelle, là, honnêtement, là, ça ne fait pas de nous des personnes inaptes au travail. Dans la mesure où on se donne les moyens d'avoir une offre. Malheureusement, c'est l'offre et la demande. Là. Le marché, là, c'est ça. Là, en partie, j'aurais dû répondre ça à Marie-Douce tantôt. Là. Mais si on a une offre à faire à un employeur qui est en demande, puis que c'est une offre avec une solution, il va être preneur.
surtout dans un marché de rentrée de main-d'œuvre. Donc, sur cet aspect-là, je vous donne entièrement raison. Il y a un discours à maintenir de ce côté-là. On n'est pas une personne handicapée, on est une personne qui se retrouve dans des situations de handicap. Voilà. Pour l'autre, c'est plus compliqué parce que, dans le fond, il y a des services et la façon que les pouvoirs publics ont déployé les services dans les 20, 30, 40 dernières années, c'est sur une base régionalisée. Je vais en surprendre plusieurs en leur disant qu'avant que notre service relève de l'autorité du ministère du Travail en 1997, suite à l'entente Canada-Québec sur la main-d'œuvre, gouvernement Chrétien-Bouchard, notre mission était nationale. On donnait des services à la grandeur du territoire du Québec. On nous a imposé le territoire de Montréal. Si on voulait avoir une entente de service. Quand je disais tantôt qu'il faut s'impliquer pour revoir les façons de faire, moi je pense qu'avec les technologies d'aujourd'hui, en vertu du fait que la déficience visuelle, c'est le plus petit nombre dans ce qui s'appelle la communauté des personnes ayant des déficiences. Alors c'est certain que dans certaines régions, le nombre ne justifie pas. Mais si on pouvait convaincre les pouvoirs publics que ça prend une entité nationale, peu importe, là, que je ne dis pas que ça doit être mon service, là. Exemple, nous aussi, le CIT, avant le transfert, quand c'était à l'OPHQ, tout était centralisé à Drummondville. OK? Depuis le transfert au ministère de l'Emploi et du Travail, tout est régionalisé et tout est appliqué de façon différente d'une région à l'autre. Les chatons ne retrouvent plus leur souris. OK? La façon que. On travaille sur 3 territoires, Montréal, Laval, Montérégie. Puis vous demanderez à mes conseillères, là, c'est différent d'une région à l'autre, puis on est voisins, là. Fait qu'imaginez-vous, là, moi j'en ai entendu des histoires d'horreur en Gaspésie, puis partout, là. Par exemple, là, c'est un agent d'un centre local d'emploi, une personne qui a une déficience visuelle, mais pas cécité totale, se présente, puis il dit, ben, je viens chercher ma lettre pour une subvention salariale, je vais avoir un emploi chez cet employeur-là. L'agent du centre local d'emploi lui répond, mais non, toi, tu es une personne handicapée, toi, c'est le CIT, tu n'as pas droit aux subventions salariales. C'est ce genre de choses-là qui se font répondre. Donc, la réponse à votre question, c'est la régionalisation des services pour une clientèle qui représente le plus petit nombre des personnes handicapées, c'est problématique. Ça crée des obstacles systémiques. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les principaux services soient régionalisés. À preuve, et là, je ne veux pas dénigrer aucun service, mais les services emploi dans les autres régions, à part de Montréal, ben c'est multi-clientèle. Ah oui, c'est toutes les clientèles. Il a essayé d'avoir une place. Oh, c'est 3, 4, 5 mois d'attente. Okay? On appelle chez nous là, régulièrement, c'est pour ça que j'ai Montérégie Laval, là, mais sinon on serait confiné au territoire de Montréal. Mais avec les technologies d'aujourd'hui, les médias sociaux, la recherche d'emploi qui se fait maintenant par Internet, les interactions qui peuvent être faites avec Skype, et je ne connais pas toutes les maudits systèmes, là, je suis trop vieux puis je ne l'utilise pas. Je ne sais même pas Facebook. Voilà, là. Heureusement qu'on a Daphné pour s'occuper de ça parce qu'il y en aurait pas. Mais c'est ça. C'est d'aller chercher des moyens, les ressources qui sont. Mais la réponse à votre question, court terme, je suis disponible, appelez-moi, on va échanger. Mais moyen long terme, ça prend un plan de match, puis il faut faire des représentations avec des propositions de solutions. Puis si en plus on dit, gouvernement, si tu le fais comme ça, ça va te coûter moins cher, là, il va écouter. Là, il va écouter. Là, il va écouter. Mais, nommez-moi-en des services en région, services emploi, puis encore là, je ne veux pas, après ça, là, recevoir des roches, là, mais nommez-moi-en des services en région qui ont l'habitude de desservir la clientèle déficiente visuelle. moi, mes collègues des autres services en région, ils m'appellent, ben, j'ai un aveugle, je fais quoi avec ça? La croisée l'a déjà faite, mais oui, ben c'est ça, exactement. Je ne voulais pas la nommer, là, mais c'est ça. J'ai un aveugle, je fais quoi avec ça? Ben, j'ai dit, m'aller dans une cage, donne des graines. Non, j'ai pas dit ça pour c'est pas juste pour alléger l'atmosphère. Parce que c'est lourd un peu tout ce qu'on dit aujourd'hui, hein?
Mais il n'en tient qu'à nous. On peut mettre un peu du mot malgré C'est lourd tout ce qu'on se raconte aujourd'hui, là, puis tout ce qu'on rumine, là, tellement qu'il n'y a plus rien après le foin, là. Mais il n'en tient qu'à nous, de nous unir, de nous donner un plan de match national, pas région par région. C'est pour ça que j'ai accepté de faire cette conférence-là, parce que je me dis que moi, là, je vais passer le flambeau bientôt. Là. Pas trop vite, là, Daphné, je pense pas que ça va être trop vite. Là. Mais je vais passer le flambeau à court terme, là. Quand même 62 ans cette année. Là. Puis, madame, et n'importe qui ici dans la salle qui veut, qui a des besoins ou qui a des questionnements, n'hésitez pas à m'appeler, ça va me faire plaisir. Ah, il reste justement une question. Oui. Je veux juste vous rassurer, on vient de la région des Laurentides. Donc, Aurélie est intégrée dans une école régulière en 4e année. Elle va très bien, le développement se fait très, très bien. Puis, il y a beaucoup de collaboration avec l'école Jacques Ouellette. Il y a beaucoup aussi de collaboration avec le bouclier. Donc, oui, des services, il y en a. On collabore avec tous les partenariats. C'est une enfant qui est déjà intégrée dans son milieu, étant donné qu'elle fait du patinage artistique. Donc, elle est déjà connue dans son propre milieu à Sainte-Agathe-des-Monts. Je veux juste vous dire que oui, dans les Laurentides, il y a des choses qui sont faites. Puis Aurélie, c'est une preuve d'une très belle intégration qui suit un parcours tout à fait exemplaire jusqu'à maintenant. Mais pourquoi le fait qu'on est ici aujourd'hui, c'est justement pour préparer puis s'impliquer justement dans tout ce qu'il y a à faire par rapport à son intégration sur le marché du travail qui va avoir lieu seulement dans une dizaine d'années. Mais c'est pourquoi ici, donc, que nous sommes ici. Alors, je vous remercie énormément pour toute l'information que vous nous avez donnée parce qu'on voit aussi tout ce qui reste à faire pour intégrer Aurélie sur le marché du travail pour qu'elle se réalise vraiment pleinement. Fait que je voulais vous remercier, mais je voulais aussi vous rassurer que dans les Laurentides, il y en a des choses qui sont faites, puis il y a des belles réussites aussi au niveau des intégrations. Et Aurélie, elle est vraiment non-voyante. Elle se déplace avec une canne, donc puis son intégration va vraiment bien. Puis, mais le partenariat avec tous les services autour d'elle fait en sorte aussi que ça crée vraiment une énorme réussite, la collaboration énormément des parents aussi, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Bravo. Je vais me permettre juste d'ajouter une chose que j'aurais peut-être voulu dire plus tôt dans la conférence, mais ce qui distingue aussi là, les actions ou les interventions pour l'intégration et le maintien d'emploi d'une personne qui a une déficience visuelle, c'est que c'est très différent de, par exemple, les personnes à mobilité réduite. À partir du moment où il y a la rampe d'accès, la toilette adaptée, je veux dire, il y en a plus vraiment d'enjeu, OK? Mais en déficience visuelle, il y a l'adaptation, l'environnement de travail, bien sûr, avec des aides visuelles et autres technologiques. Mais il y a l'accommodement aussi. Moi, au travail, là, si je n'ai pas ma télévisionneuse, puis si je n'ai pas mon grossissement de caractère, puis ma synthèse vocale dans mon ordinateur, ben, je suis à zéro autonomie. OK? Ça, c'est clair. Mais avec ma télévisionneuse puis mes autres adaptations, je ne passe pas de 0 à 100, là, je suis pas assez vite. C'est impossible. Je passe de 0 à 50, 60%. Donc, il reste un écart. Et c'est là qu'on travaille avec l'employeur une solution qu'on lui dit, regarde, il est capable de faire le job, il est capable de donner le rendement auquel tu es en droit de t'attendre, mais même ça, je j'ouvre une parenthèse, même quand on demande à un employeur quel est votre étalon de mesure du rendement, il ne sait même pas souvent. On le fait réfléchir à ça. C'est quoi? Comment tu vas mesurer son rendement? Oh ben là, je ne sais pas. C'est quoi? Comment tu mesures son rendement? On va t'aider à le mesurer. Alors, avec les adaptations, on règle une partie de la solution. On passe de 0 à 50, 60%. Mais après ça, ça prend un plan d'accommodement écrit, entendu avec l'employeur et la personne. Et dans les cas où il n'y a pas ce plan d'accommodement-là écrit, convenu de façon volontaire, employeur, personne et services d'emploi, bien, ce qu'on a vu, c'est que quand l'administration change de superviseur, peu importe, la personne perd son emploi. Parce que il y a eu un supérieur immédiat qui était volontaire, qui était intéressé. Mais à partir du moment où ce supérieur-là immédiat change, le contexte change complètement. On l'a vécu, nous, avec des grands employeurs, ça.
Et on est intervenu juste à temps parce qu'il y avait 5 personnes qui perdaient leur emploi. Donc, c'est beaucoup plus complexe que pour d'autres clientèles. Beaucoup plus complexe et on ne s'improvise pas là-dedans. On ne s'improvise pas là-dedans, ça c'est clair. Autre question? Oui, c'est ma deuxième intervention, mais cette fois-ci, je vais prendre le temps de me présenter, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Moi, je suis Lynn Robichaud, je suis membre du regroupement des personnes handicapées visuelles de la région Québec-Chaudière-Appalaches. Bonjour. Et je suis membre aussi du comité du RAC sur les conditions de vie décentes. Alors, ça m'interpelle tout particulièrement, cette conférence. D'ailleurs, je vais peut-être aller vous dire 2-3 mots tout à l'heure, si vous avez le temps. Ma question, je me demandais, dans les formations universitaires pour les conseillers d'orientation, parce que moi, j'ai connu une personne qui avait fait un certificat en counseling et orientation, et tout le volet personnes handicapées était complètement occulté. On parlait de la réalité des immigrants, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, etc. Mais les personnes handicapées, c'est comme si ça n'existait pas. Est-ce que les formations ont évolué pour améliorer cette situation ou si il y a encore du travail à faire puis tout reste à faire finalement? Mon expérience, c'est que tout reste à faire. Par exemple, même dans notre domaine, le domaine des services d'emploi, les formations, particulièrement à l'Université du Québec à Montréal, juste à côté ici, là, formation en développement de carrière, là, parle pas de ça. Ils ne connaissent même pas les services d'emploi Québec quand on les embauche dans nos services. À l'Université Laval, non. Bon, ben, peu importe, là, mais donc c'est la même chose au niveau des gestionnaires ressources humaines. C'est pareil, là, ils ne savent pas. Là. Quand on arrive avec un dossier, c'est comme si on les amenait, c'est comme si on leur demandait de monter l'Himalaya ou le Kilimanjaro. Là. Mais quand on leur dit, écoutez, vous ne serez pas laissés à vous-même, nos services, on est là pour le soutien de la personne, mais aussi pour le soutien de l'employeur. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on intervient autant auprès de l'employeur que de la personne. On a développé nos services comme ça, là, dans le sens que l'employeur, on lui offre un service aussi dans lequel on lui dit, ben voici, ça devrait être ça le plan de match pour que cette personne-là puisse vous donner le rendement auquel vous êtes en droit de vous attendre. Bon, peut-être pas le jour 1, là, mais c'est pour tout le monde, ce jour 1, on n'est pas performant comme on est au jour 10 ou au jour 15 ou après 3 ans. Ça, c'est clair. Puis toute autre formation universitaire, c'est pour les conseillers. De toute façon, au niveau des conseillers en orientation, et là, je vais rejoindre madame là, de Laurentide de tantôt. Là. On est des personnes à part entière. On ne peut pas focusser en orientation professionnelle sur le handicap au départ. On focus sur la personne, ce qu'elle est, son profil, ses talents intrinsèques, etc. Et après, quand on a le résultat, bien là, on va pouvoir l'interpréter, l'analyser, mais en tenant compte de cette différence-là. Parce que s'il fallait qu'il y ait de l'orientation professionnelle spécifiquement dédiée à la déficience visuelle, on retourne à l'ère des accords de déclin. Non, mais au moins que cette réalité-là oui, soit mais ça, c'est complètement en aval du processus. Mais il y a... Bon, écoutez, je ne peux pas en témoigner, je ne les ai pas vus travailler, mais il y a une nouvelle conseillère en orientation là, à l'Institut Nazareth-Claude depuis quelques mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se passe bien ou mal. Je ne sais pas si les usagers sont satisfaits ou pas. Je ne sais pas. J'aime mieux dire je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le fond, là... Attendez, oui. Ah, ok, d'accord. Je vais peut-être juste signaler, par exemple, qu'il est 3h moins 20. Donc, que ce soit la dernière question. Bonjour, Justine Damour. Je suis intervenante au CR La Ressource à Gatineau. Moi, j'avais juste un petit commentaire, une petite opinion. J'aime bien comment tu te présentes, qu'il faut que
un employé d'une déficience visuelle se présente avec ce qu'ils peuvent offrir, un peu un plan de match. Moi, j'ai passé 10 ans à travailler à l'Institut Nazareth et Libraille aux adultes. Maintenant, je suis à Gatineau depuis 1 an et ce que je remarque, c'est si on veut un succès, oui, il y a une partie d'intégration qui est énorme, mais il y a aussi une grande partie où ce que nos jeunes, nos adultes doivent se connaître, comme tu as dit. Ils doivent connaître leurs limites, ils doivent connaître leurs forces, ils doivent être réalistes aussi. Souvent, on demande à nos usagers de décrire leur vision. Et de faire ce petit clip là, de 2 minutes, ou même pas de 30 secondes, où ce que tu peux résumer ta vision. Résumer c'est quoi tes aides optiques. Résumer toi, justement ton plan de match, mais c'est d'être concret, puis que ce soit pas 15 minutes. Mais ça fait toute l'heure au monde pour un employeur, je crois. Je pense que c'est important aussi que quand les gens cherchent un emploi aussi, à la fois les partenaires, mais aussi le centre de réadaptation, il faut qu'il soit clair, puis que tout le monde se parle, puis tout le monde soit aussi très honnête aussi. Des fois, il y a un petit peu une gêne aussi. Les gens veulent du succès ou les gens sont peut-être pas réalistes. Puis il ne faut comme pas avoir peur de ce malaise-là aussi. Mais c'est très important aussi qu'on exerce ce que nos gens, nos usagers et tous nos jeunes, nos adultes puissent la nommer leur DV, puissent la décrire. Parce que si nous, on est mal à l'aise de décrire notre déficience visuelle, comment est-ce qu'on veut que quelqu'un d'autre fasse ça aussi? Ça n'a pas de sens. Si moi, je perds de l'expliquer, comment est-ce que je veux que toi, tu sois à l'aise avec ma vie? C'est difficile. Permettez, je vais essayer de faire du pouce sur le dernier aspect de la raconter. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais dans un contexte d'intégration d'emploi, comme moi, ce que je préconise, là, et encore là, ça m'appartient, il y a même eu des débats à l'interne chez nous par rapport à ça, c'est que la personne, lorsqu'elle est face à un employeur, son travail, c'est de se vendre, non pas de se justifier. Elle va se vendre et non pas s'expliquer. Nous, on est là pour garder les buts, pour pas que l'employeur le score dans le but. OK? Donc, tout ce qui est la question d'expliquer les enjeux liés à la déficience ou les programmes, si vous commencez à parler de ça en entrevue, c'est bye-bye. Passez de l'actif au passif. Vous passez de l'intérêt de l'employeur à ce que vous avez à offrir, à ce que le gouvernement a lui offrir. Donc, il faut faire très attention. Oui, se connaître, oui, se donner un profil d'emploi, puis pour lequel il y a des demandes sur le marché. Mais la façon de convaincre un employeur, c'est d'être capable de se vendre comme personne, de vendre ses compétences, sa scolarité. Et quand on a des participants qui nous disent « je ne dirai pas, je vais le dire en entrevue s'ils me posent une question », c'est pas le meilleur plan de match. Je voulais juste, mais encore là, c'est sujet à débat. C'est sûr.